Nous allons lire ensemble donc la fiche caractéristique des ondes. Donc cette fiche. Donc nous avons vu qu'il y avait donc des différentes activités que nous avons faites, des ondes progressives. Donc on appelle onde progressive le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu. Donc cette propagation s'effectue sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Donc on appelle onde progressive à une dimension, une onde progressive se propageant dans une seule dimension. Donc par exemple, un exemple d'onde progressive à une dimension, vous voyez ici que vous avez donc une vague donc qui se propage ici donc de gauche vers la droite. Vous avez ici donc le bateau qui représente un point du milieu. Donc ce bateau a un mouvement vertical de haut en bas au passage de la vague, mais ce point là, donc le bateau qui représente la matière, n'accompagne pas la propagation de l'onde. Donc c'est pour ça que ici donc nous avons une propagation qui s'effectue sans transport de matière, mais avec transport d'énergie, parce que nous avons bien, donc s'il y a une vitesse associée, donc nous avons une énergie cinétique, et ici vous voyez bien que nous avons une hauteur de vague ou une hauteur de amplitude de déformation, donc nous pouvons associer ici une énergie potentielle, donc ces deux-là forment une énergie mécanique qui se propage en même temps que l'onde. Autre exemple sur un ressort, vous voyez que nous avons ici donc, un ressort qui a été déformé, donc nous avons un déplacement, nous avons une propagation ici dans ce sens-là. Donc dans ce cas-là, on définit ce qu'on appelle des ondes transversales, et ici, puisque la direction de la déformation est perpendiculaire à la direction de propagation, et ici nous avons aussi donc un ressort, donc c'est comme si nous comprimions dans la direction de la propagation. Donc ici nous avons des zones de compression-dilatation. Donc là nous avons un déplacement qui est parallèle à la direction de propagation, une direction de perturbation pardon, qui est parallèle à la direction de propagation. Excusez-moi, donc c'est pour ça que nous avons ici une onde qu'on appelle longitudinale. Une onde progressive donc se propage à une vitesse de propagation que nous appelons célérité, donc que nous mettrons C onde constante, exprimé en mètres par seconde. Pendant une durée delta t, donc exprimé en secondes, le front de la perturbation parcourt donc une distance d exprimée en mètres telle que donc c égale d sur delta t, ou alors d égale c fois delta t, ou delta t égale d sur c. Donc en fait, toutes ces formules sont dérivées de celle-là, donc v égale d sur delta t. Après, il faut juste utiliser celle que nous voulons. Donc, par exemple, ici, nous voulons calculer une distance, nous utilisons celle-là. Donc, dans ce cas-là, il nous faudra la célérité et la durée. Si nous voulons la durée, il nous faudra la distance parcourue avec la célérité, etc., etc. On définit le retard du passage de la perturbation au point M' par rapport au point M noté taux. Donc, si par exemple, vous allez voir que c'est juste ici du langage. Si nous avons ici une perturbation à un instant t, donc elle se propage à une célérité que je vais appeler c onde. Donc elle va arriver en un instant t plus tôt, c'est-à-dire ici si ça et si l'instant t est ici ma référence, j'arrive ici à une durée tôt plus tard. Donc on voit bien qu'entre pendant la durée tôt, qui est l'intervalle entre t et t plus tôt, nous avons ici la perturbation qui a parcouru une distance qui est rien d'autre ici que m', et cette distance a été parcourue donc à une célérité c onde. C'est pour ça qu'on peut écrire ce qu'on appelle le retard taux qui est égal à la distance parcourue m' divisé par c. Donc en fait c'est comme si ici la perturbation arrivait donc en m' avec un retard par rapport au point m parce qu'elle arrive plus tard. Donc c'est pour ça qu'ici nous introduisons le terme de retard. Mais ça n'est rien d'autre que l'application de cette formule-ci. Ensuite, nous avons vu les ondes progressives périodiques. Donc une onde progressive est dite périodique lorsque la perturbation se reproduit identique à elle-même à intervalles de temps égaux. Donc à intervalles de temps égaux, c'est ce que nous appelons la période. Donc ça, c'est ce que nous avions vu en seconde. Donc par exemple, en seconde, nous avons vu ici des oscillogrammes. Sur ces deux types d'oscillogrammes-là, si on vous donne la durée d'un carreau, ici, ce qu'on appelle le balayage, vous êtes tout à fait capable ici de trouver n'importe quelle période sur ces deux oscillogrammes-là. Donc une onde progressive sinusoïdale, donc elle, et c'est un cas particulier d'onde progressive périodique. Donc l'élongation au cours du temps est une fonction sinusoïdale du temps, c'est-à-dire ça, c'est une fonction sinusoïdale. La fréquence est toujours définie, comme nous l'avons vu en seconde, par le nombre de répétitions par seconde, et n'oubliez pas ça. Donc la fréquence exprimée en Hertz, c'est le nombre de répétitions de la perturbation par seconde. Elle est reliée à la période par la formule que vous connaissez tous, F égale 1 sur T. Mais il peut être utile de savoir que par exemple si un phénomène a une fréquence de 250 Hz, cela signifie qu'il y a donc 250 répétitions par seconde.
Et nous avons vu aussi lors d'une activité que lorsque nous excitions de manière périodique, de manière temporelle, un milieu, nous observions une périodicité de manière dans l'espace, donc une périodicité spatiale. Donc c'est pour ça qu'ici il y a écrit qu'une onde progressive sinusoïdale possède une double périodicité, une périodicité temporelle T, donc T, et une périodicité spatiale que nous appelons ici la longueur d'onde, donc qui porte bien son nom, parce que c'est la longueur qui va caractériser l'onde au niveau espace. La longueur d'onde est par définition la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle. Donc référez-vous bien à l'activité sur laquelle nous avons trouvé cette relation-là. Donc c'était avec l'activité où nous avions donc les différentes perturbations en couleur. Nous pouvions les suivre. Donc c'est la plus petite distance séparant deux positions pour lesquelles les élongations sont en phase. Donc nous avons ici lambda égale c fois t, donc c'est comme si nous avions la formule, vu que tout se propage à vitesse constante, d égale v fois delta t, sauf qu'ici la distance, la distance parcourue, je la note lambda, et c'est la distance parcourue pendant une durée bien particulière qui est la période. Donc ici on remplace delta t par t. Donc cette formule-là n'est applicable, et je le souligne tout de suite, que pour des ondes progressives périodiques. N'écrivez jamais cette formule-là que pour des ne l'écrivez que pour des ondes périodiques. Si vous l'écrivez pour des ondes qui ne sont pas périodiques et qui sont uniquement progressives, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, il faut utiliser cette formule et uniquement cette formule-là. Ça, c'est pour les ondes progressives. Si l'onde est progressive périodique, à ce moment-là, on peut écrire cette formule-là. Dans tous les autres cas, cette formule-là ne s'applique pas. Ensuite, pour les ondes sonores et ultrasonores. Donc les ondes sonores sont des ondes mécaniques progressives périodiques se propageant dans un milieu matériel, solide, liquide ou gaz, mais pas dans le vide. Le son ne se propage pas dans le vide. Nous avons fait l'expérience avec la cloche à vide, où quand nous réduisions ici la pression, et donc quand nous faisions un vide primaire dans la cloche, nous n'entendons plus le réveil. La propagation de l'onde sonore donc, se caractérise par un transfert de compression-dilatation d'énergie de proche en proche. Et vous devez savoir que l'oreille humaine perçoit les ondes sonores dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz. Au-delà de 20 kHz, on parle d'ondes ultrasonores. Donc là, nous, son audible, 20 Hz, 20 kg. En dessous, on est dans les infrasons. Et au-dessus, on est dans les ultrasons. Un son donc, produit par un instrument de musique est périodique, mais pas nécessairement sinusoïdal. Donc c'est pour ça que nous avons étudié dans le TP ce qu'on appelle les spectres en fréquence d'un son. Donc c'est la représentation graphique de l'amplitude de ses composantes sinusoïdales en fonction de la fréquence. Donc ces spectres sont composés d'un pic fondamental qui est toujours le premier pic, et d'harmoniques dont la position de ces harmoniques sont des multiples de la fréquence de ce premier pic fondamental. Donc F2, la fréquence du deuxième pic, c'est 2 fois F1, une fréquence du troisième pic, 3 fois F1, etc. Nous avons défini la hauteur et le timbre, qui sont deux caractéristiques d'un son. Donc, plus la fréquence fondamentale d'un son est faible, plus le son est grave. Plus elle est élevée, plus le son est aigu. Donc, par exemple, un son aigu est un son auquel on associe une fréquence très élevée. Un son grave est un son auquel on associe une fréquence relativement basse. Deux sons de fréquences différentes sont perçus à des hauteurs différentes. C'est-à-dire que la hauteur est caractérisée par la fréquence fondamentale. Donc deux spectres, si vous prenez deux spectres qui n'ont pas la même position du premier pic fondamental, cela signifiera que les deux sons associés donc, à ces deux spectres n'auront pas la même hauteur. Si deux sons ont la même hauteur, donc dans ce cas-là, on peut caractériser et regarder les amplitudes relatives des harmoniques entre elles. Et donc dans ce cas-là, si deux spectres n'ont pas les mêmes amplitudes des harmoniques relatives entre elles, dans ce cas-là, on pourra dire que ces deux sons qui ont la même hauteur n'ont pas le même timbre. C'est pour ça que quand par exemple dans un orchestre il y a 58 violons, les 58 violons jouant la même note, mais donc ils auront la même hauteur, donc ils feront par exemple un La, mais le timbre de ces 58 violons seront tous différents, étant donné que la forme du violon qui a été fait à la main est par définition différente des 58, et c'est ce qui donne la richesse du son de ces 58 violons, plutôt que d'augmenter et de mettre un violon branché sur un amplificateur. Donc là, nous avons 58 sons qui s'ajoutent, mais avec 58 timbres différents, mais 58 fois la même hauteur. Donc des exemples. Nous avons ici, donc par exemple, un son pur.
donc qui est une fonction sinusoïdale, représentation temporelle ici. Donc à ce son pur est associé un spectre qui a un seul et unique pic. Nous voyons que ici par exemple nous avons ici la position 100 Hz, donc c'est la fréquence de ce signal là. Et en effet, si vous prenez bien la période ici, vous verrez que sur cette période là nous avons ici nous voyons bien que nous avons 10 millisecondes ici de période. Si nous prenons ici la période ici, donc si nous prenons 10 millisecondes, nous trouverons ici une fréquence de 100 Hz. Ensuite, si nous prenons donc ce son ici, qui est un son Mi4 de guitare, donc nous voyons que la représentation temporelle n'est pas sinusoïdale. Donc nous pouvons ici repérer 4 périodes, par exemple entre 0, donc là nous en avons 1, 2, donc là entre les max, 1, 2, 3 et 4. Si nous faisons si nous divisons la durée des 4t par 4 et que nous faisons f égale 1 sur t, nous allons trouver 659 Hz. Donc la position en fréquence du premier pic, 659 Hz, est toujours reliée à la fréquence du signal. Donc si vous voulez trouver la fréquence du signal, vous pouvez faire donc, de deux façons. Soit vous recherchez une ou plusieurs périodes, vous trouvez la période, vous déduisez la fréquence, et ensuite vous pouvez comparer avec la position du premier pic. Mais la position du premier pic donnera toujours la fréquence du signal. Et ici vous observez que vous avez des harmoniques. Vous en avez ici par exemple la deuxième harmonique, la troisième et la quatrième harmonique. Et vous voyez que vous êtes à ici 2 fois cette fréquence-là, 3 fois cette fréquence-là, et 204 c'est 4 fois cette fréquence-là. Ici vous avez un son Mi4, donc même son émis par une flûte. Donc vous voyez que le signal ici semble sinusoïdal, mais il ne l'est pas tout à fait comme nous allons le voir, étant donné que le spectre n'est pas constitué d'un seul et unique pic. Donc nous voyons bien que ce pic fondamental, là, le premier pic, a bien une fréquence à 659 Hz. Donc c'est bien que ce signal-là a une fréquence de 659 Hz, comme le Mi4 de guitare. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'appellent Mi4 tous les deux. Mais on voit par exemple que ces deux sons ici, qui ont la même hauteur, puisqu'ils ont la même fréquence du premier pic, donc pic fondamental, n'ont pas le même timbre, car les amplitudes relatives des harmoniques entre elles sur ce spectre-là sont différentes des amplitudes relatives des harmoniques dans ce spectre-là. En effet, si par exemple nous prenons ce premier pic ici, là, toc, donc si je le prends ici, il arrive approximativement à ici, donc on va dire à 75. Le deuxième pic arrive approximativement ici, à 25. Donc il est en gros, si ici nous sommes à 75 et là nous sommes à 25, ça veut dire que ce pic là est en gros un tiers de celui-là. Et là on voit que ce pic là, si nous le prenons ici, qui est sensiblement égal à 1, ça n'écrit pas, pardon. Donc celui-là qui est sensiblement égal à 1, on voit que ici on est très en dessous de 1 tiers. Donc les amplitudes ici, relatives des harmoniques entre elles sur ce spectre-là, sont différentes des amplitudes relatives des harmoniques sur ce spectre-là. C'est pourquoi ces deux sons qui ont la même hauteur n'ont pas le même timbre. Voilà, donc nous espérons que ces quelques explications vous seront utiles.